c'est Benoît de la chaîne Bureau de l'étrange et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous vous proposons une toute nouvelle émission sur la chaîne. Rencontre avec est un programme dont le but est d'échanger avec des personnes qui travaillent dans le domaine de l'étrange. L'idée est de mettre en avant des pratiques, des orientations philosophiques ou bien des témoignages. Tout cela est dans le but de mieux appréhender ce monde-là, de construire ou de reconstruire nos pratiques. Démarrons aujourd'hui avec la rencontre de Céline, médium, cartomancienne et rebouteuse. Mais avant de commencer, je tiens tout personnellement à la remercier pour cet entretien. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à cet échange, cet entretien sur le domaine de l'étrange et plus particulièrement tout ce qui est lié à la médiumnité. L'idée de cet entretien, donc, c'est de pouvoir, dans un premier temps, pour nous, Bureau de l'étrange, se créer une connaissance sur ce domaine-là, pouvoir échanger, pouvoir aller voir d'autres horizons aussi, et également aux gens qui vont tomber sur cette vidéo, de pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender ce monde-là, et un peu faire en sorte que ce monde qui est au juste stigmatisé, un peu étrange, le soit un peu moins. Pour commencer, en quelques mots, comment tu pourrais définir ton métier ? Alors, parce qu'il fallait donner un terme, j'ai été obligée de mettre un terme pour mettre une plaque devant la porte. J'ai notifié cartomancienne parce que le support du tarot est l'extension de ma main et c'est cet outil en fait qui me permet de verbaliser et un peu, c'est un petit peu mon dictionnaire personnel. Et j'ai notifié également rebouteuse parce que j'ai une source, un terreau de vieux rebouteux des campagnes où toute ma pratique repose sur les vieilles prières des campagnes, des vieux rebouteux, où on enlevait des zonas, où on calmait des eczémas, où on calmait des entorses. Et je me retrouvais pas trop dans le nom d'énergéticienne parce que j'ai pas de formation d'énergétique ni quoi que ce soit. Mais par contre, je ressens et avec ce socle de prière, j'en ai fait une pratique. Et donc, c'est vrai que le terme rebouteux, qu'on n'entend pas trop, après m'être beaucoup renseignée, c'est là où se rapproche le plus près ma pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai notifié cartomancienne, et je préciserai cartomancienne spirit, et rebouteuse des campagnes. Dans ce côté cartomancie, pour commencer par le premier cité, ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Ce qui se cache derrière ce terme, après tout, alors c'est vrai que le terme est large et le tarot, on peut l'utiliser à plein de fins différentes. Moi, je ne suis pas voyante, c'est-à-dire que mon but n'est pas d'utiliser cet outil pour en faire de la voyance, pour savoir ce qui va se passer dans 6 mois, dans 2 ans. C'est pas des choses qui me sont, on va dire, c'est pas que c'est pas facile, c'est que j'y trouve pas une utilité réelle. Par contre, le tarot me sert à comprendre, à donner du sens, à comprendre les pourquoi et les comment, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, quand on répète des cycles, quand on répète les mêmes problèmes ou les mêmes difficultés dans sa vie. Eh bien, c'est vrai que le tarot va venir asseoir mon discours dans ce que je ressens, dans ce que je perçois, et le tarot va venir recouper les images et les sons que je peux entendre dans ma tête. Et donc je l'utilise à des fins de pourquoi et de comment. Alors ça peut paraître un peu bête comme ça, mais tout du moins, j'estime que quand on comprend les difficultés, les problèmes, quand on les comprend et qu'on les dénoue, qu'on les détricote, c'est plus facile d'avoir du recul pour reprendre son discernement et mieux affronter les choses dans sa vie. Donc ce support-là, je l'utilise à des fins de pourquoi et de comment, et je l'utilise aussi comme socle de dialogue avec les esprits. Plus travailler le passé finalement, oui, pour essayer mémoires. De... Voilà. Les mémoires. C'est ça. Donc oui. Un peu dans l'idée de... Quand on connaît son histoire, on sait où on va. Exactement. Un peu dans cette idée. Oui.
J'ai une énorme attache avec le passé, d'où mon nom, Tarot Memoria, parce que on est mémoire et on est entouré de mémoire tout le temps. Et maintenant, on est souvent trop préoccupé avec nos problématiques du quotidien pour se rendre compte et être conscient de ce qui nous entoure et de toutes ces mémoires qui viennent comment dire, nous bouleverser, nous choquer, faire nous remettre en question. Et ces mémoires, il faut les comprendre et les dompter plutôt que de les rejeter. L'histoire est la base de... C'est un socle qui, quoi qu'il arrive, reste là en fait, on ne pourra pas le changer. Et donc il faut juste la connaître et faire avec pour pouvoir avancer, quoi. Oui, j'aime comprendre le passé, comprendre le terreau, comprendre les sources pour mieux appréhender son lendemain, plutôt que de me positionner comme une personne qui va délivrer des messages pour un avenir certain. Alors, il y en a qui le font très très bien, attention, je ne suis pas là pour dire que les voyantes font pas du bon boulot, parce qu'il y en a qui font du très très bon travail. Mais c'est vrai que moi, c'est pas comme ça que je le perçois. Tout du moins, j'ai pas ces facilités-là, j'ai pas ces capacités-là, mais j'ai plutôt des capacités à essayer de comprendre tout ce passé qui fait ce qu'on est aujourd'hui, et à comprendre ses douleurs, à comprendre ses traumas, à comprendre tout ce qu'on a dû traverser pour en arriver là, et mieux appréhender nos peurs, parce que souvent quand on consulte une cartomancienne, c'est parce qu'on a peur. Il n'y a pas de secret. Il y a des peurs, des questionnements, des doutes. Mais si on vient démystifier les peurs et les doutes, on reprend son discernement, et c'est là où tout s'éclaire. Donc après, les choix, c'est à tout le monde de les faire, et c'est pas à moi de venir influencer sur les choix futurs. Enfin, tout du moins, c'est comme ça que je le perçois. Une vraie pensée philosophique. Ah, oui. Derrière, je vois ton discours qui est de quand même, donc déjà le passé est forcément important, et puis de ne pas influencer la personne dans ses choix futurs. Oui. Est-ce que c'est aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire polémique, c'est-à-dire éviter d'influencer au maximum ce qui est censé se passer, puisque c'est un peu comme une destinée, c'est quelque chose qui, pas écrit mais presque. Donc est-ce que c'est aussi par rapport à tout ça? Oui, je ne suis pas là pour influencer les gens. Je refuse d'avoir ce rôle. Même si, malgré moi, au vu de ma profession, j'influence. C'est pour ça que je suis toujours extrêmement prudente et que j'utilise beaucoup le conditionnel. Il semblerait que, ou des choses comme ça, parce que même malheureusement, par la force des choses, au vu de la profession que j'exerce, il y a des personnes qui vont garder leur libre arbitre et qui vont rester bien ancrés et garder leur discernement, et c'est très bien, et tant mieux. Mais il y a des personnes aussi qui sont dans des états de faiblesse, qui sont perdus, qui sont pas bien, et ils savent pas vers quoi se raccrocher. Et le danger est là. Et ça, ça m'est compliqué. Ça m'est compliqué. Donc c'est vrai que moi, quand on me demande de la voyance, des choses comme ça, c'est des consultations que je n'exerce pas. Mais plutôt essayer de comprendre et essayer de trouver le juste chemin. Mais généralement, c'est la personne en face de moi qui, naturellement, en fait, va venir le dessiner au fur et à mesure de la séance. Moi, je vais venir éclairer sur des chemins. Et elle, par son discernement, va venir tout doucement construire le chemin qu'elle a envie d'emprunter. Mais c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle a à faire. Du coup, ça fait la transition, ce que tu es en train de dire sur ma prochaine question, qui était en fait quels sont les types de personnes, même si je pense qu'il y a à peu près tout type de profil, mais en généralité, quels sont les types de personnes qui viennent vers toi pour notamment la cartomancie? Tout type de personnes. J'ai pas une séance qui se ressemble. D'accord. J'ai pas une séance qui ressemble. J'ai des personnes très jeunes. J'accompagne le début de l'âge adulte sur des personnes entre 18 et 25 ans qui ont des problématiques majeures dans leur vie, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à comprendre, qui se sentent rejetées. C'est vrai que j'ai beaucoup de liens avec des personnes un peu marginales qui se sentent un petit peu en dehors du système. C'est vrai que c'est des personnes
point de vue vibratoire, en fait, c'est des personnes que je comprends très facilement. Ça, c'est mes préférés. Ça, c'est mes préférés. Mais après, j'ai beaucoup de personnes dites anciennes, au-delà de 60, 70, 80 ans. Et ça, c'est des moments d'échange très riches, où on parle de plein de choses, mais elles ont besoin d'éclairage. Mais encore une fois, par rapport à des doutes, des peurs, des choses comme ça, de manière à y voir plus clair. Mais on vient me voir pour plein de problèmes différents. J'ai du mal à dormir, j'ai des problèmes avec ma famille, je vois des choses et j'arrive pas à comprendre, donc ça c'est de l'accompagnement aussi. Donc il y a des personnes que j'accompagne, que je vois régulièrement, et il y a des personnes que je vois en one shot, c'est-à-dire je les vois une fois, et puis je les revois l'année prochaine, l'année d'après, et c'est tant mieux. Moi je suis pas là pour entretenir un truc, je suis plus là pour accompagner et donner du sens, donner des éclairages, avec les capacités que je peux avoir, au travers des différents outils avec lesquels j'exerce. Typiquement, une séance de cartomancie, comment ça fonctionne? Avant que la personne arrive, déjà, je regarde un petit peu l'état des lieux. Je fais un état des lieux global de comment est la personne, dans quelle énergie elle se trouve, quelle est la problématique majeure de pourquoi elle vient me rencontrer. Je regarde toujours les choses sur lesquelles je peux intervenir et aussi les choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir. Parce que je crois aussi qu'il y a des choses c'est pas que toutes les vérités sont pas bonnes à dire, mais quand on vient me voir pour une problématique particulière, que moi je vienne amener des sources quelconques sur d'autres parties qu'elle n'a pas envie d'aborder, mais ça je m'y refuse. Donc c'est vrai que je regarde toujours les choses sur lesquelles il faut vraiment pas que je parle, comme s'il m'était interdit d'en parler, parce que ça ferait plus de dommages qu'autre chose. Donc je regarde vraiment aussi parce qu'il y a des choses des fois où je peux ressentir fortement des influences, et des fois ça peut m'échapper d'en parler, et le but n'est pas faire de tort. Donc c'est vrai que je regarde toujours cette partie-là, de manière à respecter ça, même si je reste toujours centrée sur ce que la personne vient chercher, mais il peut y avoir des débordements, forcément, hein, l'être humain est complexe, hein, donc j'essaie toujours de cibler quelle est la meilleure direction à prendre, tout du moins comment mener à bien cette séance, quelle est la ligne directionnelle, tout du moins qu'il faut que j'amène. Et ensuite, moi c'est table ouverte, hein, donc on ne vient pas me voir avec une question et avec un temps imparti. Moi je prends très peu de consultations par jour, j'en prends 3. Comme ça je prends le temps, la personne s'assoit, on prend un café, on discute, et l'idée c'est de repartir avec un fardeau qu'on a déposé, ou tout du moins des éléments de réponse, ou des clés à mettre en place dans sa vie pour que ça aille bien, quoi. Le but il est là. Donc il n'y a pas de séance type. Il y a des personnes, ça va être très fermé, voilà, moi je viens te voir que pour ce problème familial, tac tac, et puis bon, on reste vraiment bloqué là-dessus. Et il y a des personnes, elles viennent me voir avec des problématiques plus larges. Écoute Céline, en ce moment ça va pas, il y a tout qui déconne, dans mon boulot ça va pas, avec mon mec ça va pas, avec ma mère ça va pas, je me sens pas bien, j'ai envie de chialer tout le temps, je dors mal, il y a des trucs qui vont pas. Bon là, la séance va être plus large, ça va prendre plus de temps parce qu'il y a souvent plein de facteurs différents, il y a plein de nuances. Et c'est de venir sensibiliser sur ces points, de comprendre, de déconstruire certaines croyances que l'on peut avoir. Et l'idée c'est que quand j'arrive à un point où je vois que mon consultant ou ma consultante, où je sens comme un fardeau qui se baisse, voilà, la séance se termine avec une limpidité, c'est normal, ça se termine, c'est comme ça. Il y a un côté aussi psychologique finalement avec la personne qui va venir aussi un peu, comme tu dis, déposer son fardeau, un petit peu se délester d'un poids. Il y a un rapport humain très riche, très important. Maintenant, jusqu'à une certaine limite, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Et voilà, quand je vois qu'il y a des pathologies majeures dans ce cas-là, je m'arrête parce que j'estime que ce n'est pas mon métier. Et là, je renvoie auprès de praticiens expérimentés dans le domaine, des psychologues, des psychanalystes, que sais-je, où j'invite à la personne à aller
peut-être consulter dans ces professions-là, parce que moi, j'ai pas les compétences pour. Hein, donc, je m'intéresse beaucoup, voilà, je suis très influencée par moi, ma culture, c'est la psychologie, la philosophie, moi tout ça c'est mon terreau. Mais jusqu'à une certaine limite parce que c'est pas mon métier. Pour entrer un petit peu en profondeur dans la cartomancie, on devrait dire en termes d'énergie, de spirituel, comment ça fonctionne pour toi? Parce que je suppose que chaque cartomancienne va fonctionner différemment de toute façon. Oui. Et pour toi, comment ça vient en fait? Moi, ce sont des énergies. Chaque arcane est une énergie et c'est comme, je pourrais te faire ça comme dans la vraie vie en fait. Dans ta vie, tu as plein de personnes qui t'entourent avec des personnalités particulières, avec une nuance, quelque chose qui l'habite. Et bien dans chaque carte, j'y retrouve des énergies, j'y retrouve des personnes. Et quelquefois, elles sont bien lunées, des fois elles sont pas bien lunées. Et ça, tout dépend du tirage que je vais faire. Et la personne que je vais avoir en face, et quand je retourne mes cartes, elle me parle comme si je venais consulter un mage, quoi. Je sais pas comment expliquer, ça m'informe des phrases, des intentions, des paysages, des histoires. Quand ça me raconte des histoires. Tu as les cartes qui sont généralement retournées, c'est ça? Et donc il y a un côté un petit peu hasard, mais ce hasard il est guidé quelque part par un... Évidemment. Alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, une énergie, un guide. Bien sûr, qu'on c'est influencé. C'est influencé par la personne que j'ai en face, par rapport à moi aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, même si j'essaie d'être la plus neutre possible, mais il faut quand même prendre conscience que forcément j'ai mes influences personnelles, mais moi je crois pas trop au hasard. Je crois pas trop au hasard parce que c'est quand même assez bluffant de vérité. Voilà, quand la personne m'appelle, qu'elle prend rendez-vous et que je lui demande rien et qu'elle arrive et qu'avant qu'elle arrive, je suis allée chercher la cause du problème et qu'elle s'assoit et que je lui annonce la cause de son problème sans même qu'elle m'en ait parlé. Bon, est-ce que c'est du hasard? Je suis pas sûre. Oui. Maintenant, cet outil, j'y ai développé une telle relation de confiance que c'est une extension de moi. C'est une extension de ma main. Donc, je pense qu'au fond de moi, même, je ressens pourquoi la personne vient me voir et les cartes vont venir juste le verbaliser. Comme des énergies. Oui. Par exemple, ton énergie arriverait à lire l'énergie de la personne en face. Exactement. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait tout type de profil de personnes. Ça me faisait penser, est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui soient, parce qu'on a des gens qui sont très sceptiques et qui viennent quand même te voir malgré leur scepticisme? Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive où j'ai des personnes qui s'assoient et qui me disent je veux rien vous dire pour me tester en fait. Hein. D'accord. C'est normal, c'est le jeu. C'est le jeu de mon métier. Je trouve ça dommage parce qu'on perd du temps. On perd une demi-heure où je vais venir étaler toutes les problématiques majeures, tout ça, pour qu'au bout d'une demi-heure, la personne, ça y est, enlève le filtre, enlève le bouclier et puisse attraper ma main et ça y est, le travail démarre. Bon, on perd une demi-heure. C'est dommage. Ouais. Maintenant, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et je le comprends. Je le comprends parce que c'est des personnes, probablement, qui ont été voir des personnes pas des plus recommandables et qui se sont fait biaiser, et donc elles sont méfiantes. Donc je peux comprendre ce genre de comportement, juste que c'est dommage, mais je comprends. Donc je m'exerce pendant une demi-heure, je lui sors tout un tas de trucs pour essayer de lui montrer que en fait, c'est lui démontrer mes compétences. Oui. Voilà. Oui, mais carrément. c'est comme ça, c'est le jeu, ça fait partie du boulot en fait, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Tu as un côté donc aussi un peu guérisseur. Oui. Comment déjà toi, tu le définis, comment tu l'appelles ce don-là?
Alors, moi je parle pas trop de don. Le mot don, c'est pas trop mon dada parce que un don, ça met la personne au-dessus des autres. Je Oui, pense pas être au-dessus des autres. C'est une capacité comme des personnes font du piano naturellement ou vont se mettre à danser et ça va être exceptionnel, vont prendre une toile et faire une peinture et ça va émouvoir aux larmes. oui. Bon, c'est des facilités, des prédispositions que l'on peut avoir, un intérêt, une passion aussi, parce que ça y joue beaucoup. Moi, c'est vrai que je suis passionnée par ce monde un peu, euh, un peu secret, caché, qui fait partie de la culture des campagnes depuis la nuit des temps. Hein. Avant, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas tout ça, donc on allait voir le monsieur un peu bizarre au café des sports, là, et puis il vous faisait une prière, il vous soufflait sur l'épaule, et puis pof, le zone aparté. Moi, c'est des choses que je lis depuis longtemps et qui me fascine, qui me fascine. J'ai toujours ressenti les douleurs sur les autres. Tiens, t'as mal au genou. Je sentais une douleur dans le genou. Ah ben oui, comment tu sais que j'ai mal au genou? Bon, ça a commencé comme ça, où je ressentais les zones chez les gens qui étaient en déséquilibre, au niveau du dos, au niveau du pied, au niveau de l'œil, ou que sais-je. Et puis après, il n'y a pas de secret, c'est expérimenter. J'ai essayé une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 300 fois. Et puis des fois ça marche pas. Ok, pourquoi ça marche pas? Hop, déconstruire, essayer de comprendre, expérimenter d'autres chemins. Ok, bon, mais ça c'est facile pour moi, ça c'est un peu moins. Pourquoi c'est moins facile? Donc il y a toutes ces années où c'est expérimenter, comprendre, essayer des trucs pour tout doucement construire sa pratique. Euh, et après, c'est une question de volonté personnelle, c'est-à-dire que y a des personnes qui vont être plus attraits pour certaines croyances que d'autres. Moi, au point de vue du cœur, depuis toujours, quand je rentre dans une église, ça m'émeut aux larmes. Quand je prie, je suis dans un état de modifié de conscience très important. Quand je pose ma main sur les gens, je ressens leur tristesse, leur douleur, leur joie, leur peine. C'est plus fort que moi. Euh, et puis lire des vieux bouquins, des vieux grimoires, et tomber sur des prières. Et puis quand je la lis, ça me fait palpiter le cœur, ça me noie la gorge. Et puis la lire une fois, 2 fois, l'expérimenter sur des personnes, et pof, j'ai une prière et tac, tu m'as fait un truc. Il y a une quart d'heure, j'avais mal, j'ai plus mal. Et puis on me rappelle 15 jours après, mais Céline, j'ai toujours pas mal, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce qu'il faut y trouver forcément une raison? J'ai arrêté de chercher. Oui. J'ai arrêté de chercher, je prends, j'essaye. Maintenant, voilà, il y a des vieilles prières, c'est instinctif, je les connais par cœur. Et alors c'est un mélange de plein de choses, hein, de croyances, d'égrégores, d'énergie, de foi. Moi, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la foi. Et c'est expérimenter surtout. Essayer. Parce que oui, il y a des choses, j'y arrive pas. Et ça, il faut Oui. accepter ses limites. Ce qui est intéressant, c'est que, juste quand tu appelles ça une capacité, finalement, moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que le mot don, comme tu dis déjà, ça fait personne qui est un peu supérieure. Ouais. Mais la capacité, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est acquis sans l'être, parce que si on ne le travaille pas, forcément Ah oui. ça se perd. Ah oui. Donc c'est On un n'en peu. fera rien. Voilà, C'est un choix de comme, l'homme. c'est ça, comme n'importe Oui. tout ce qui est domaine artistique, sportif, créatif. Comme tout ça. n'importe quel art. Pour moi, c'est un art. Pour moi. C'est une belle façon de voir Ouais. tout ça aussi, c'est-à-dire que, alors qu'on a tendance souvent à mettre ça de quelque chose de très sombre d'ailleurs, Oui. souvent, Oui. hein, tout ce domaine-là, alors que finalement Non. c'est pas du tout ça. Pas du tout. Enfin, tout du moins, c'est pas comme ça, moi, que je construis ma pratique. Pour moi, j'exerce un art. Et, euh, et comme n'importe quel art, et ça, tu rencontreras plein d'artistes autour de toi. Et moi, pour en avoir quelques-uns autour de moi, l'art, c'est pas juste inné. C'est beaucoup de travail aussi. Oui. Mais c'est vrai que quand la passion s'en mêle, on voit pas les heures passer. Donc c'est pour ça que ça en devient pas facile,
mais comme il y a une idée de passion derrière, ouais, au départ, ça vient d'un intérêt qui se développe en passion et en fait, ça vient teinter son être et ça en devient des prédispositions quelque part. Mais ça, tout le socle de départ vient d'un intérêt. Le faire pour le faire, les gens voient, hein, on en voit beaucoup, hein, t'en verras beaucoup sur internet, je suis guérisseuse, j'ai le don de ma grand-mère, de trucs, et on me l'a transmis. Et... Ok, si tu veux, je dis pas que tout est faux, il y a sûrement des personnes où ça relate des réalités, des vérités et tout ça, mais moi j'aime pas me prendre pour ce que je suis pas, j'exerce un art. La même question tout à l'heure que sur la cartomancie. Du coup, par rapport à cette capacité-là, déjà, comment toi tu la nommes personnellement? Est-ce que tu lui donnes un nom? Moi j'appelle ça de la rebouterie. Enfin, d'accord. Voilà, quand j'ai une Rebouterie. séance qu'on vient me voir pour un zona ou une douleur, quelle qu'elle soit, quelque part, pour moi c'est une séance de rebouterie. Et voilà. Maintenant je préviens toujours les personnes. J'ai une obligation de moyens, c'est-à-dire que je vais prendre en charge la personne, je vais tout faire pour essayer de soulager la douleur, même si pour moi la première chose à faire c'est d'aller voir son médecin, c'est d'aller faire toutes les analyses possibles auprès de médecins, de médecine traditionnelle, et ensuite moi pourquoi pas venir coupler sur des choses qui passent pas ou quand on sent que ça relève d'autres choses. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup de cas où j'ai réussi à enlever les problèmes, mais il y a aussi des cas où j'y suis pas arrivée. Et ça, c'est dur voilà, quand on s'installe et qu'on a un cabinet pro, c'est dur de se dire ok, c'est un échec, ok, j'y suis pas arrivée. Mais je suis ainsi fait et j'ai des limites. Et s'accepter ses limites. Par rapport à la rebouterie, toi, comment ça se passe pour toi quand tu as quelqu'un qui a, mettons, je sais pas, qui a souvent des maux de tête, des choses comme ça? J'invente, hein, mais comment ça se passe pour toi en termes d'énergie? Comment tu arrives à lui enlever ce mot-là, en fait? Alors, pour moi, c'est un mélange de deux choses. Alors, tout dépend le problème, parce que souvent, avant que les personnes arrivent, j'essaie de comprendre. Déjà, de comprendre pourquoi ça passe pas. Parce que souvent, on vient me voir parce que ça passe pas. J'ai une douleur à la hanche, ça fait 6 mois, je suis allée voir des ostéos, je suis allée voir des kinés, je suis allée faire des analyses, tout va bien, et pourtant, ça va pas. Bon. Alors moi, déjà, j'essaie de comprendre s'il y a un lien psychologique ou émotionnel. Déjà, de comprendre. Et ça, c'est au travers de mon tarot. Mais ça, je le fais en off. Je le fais avant que la personne arrive. Déjà, j'essaie de comprendre s'il y a quelque chose qui ressort. Ensuite, la personne, quand elle arrive, elle, ce qu'elle veut, c'est plus avoir mal. Donc, s'il y a une interférence émotionnelle ou psychologique majeure, je vais lui en parler. Maintenant, ça dépend. Alors, je vais reprendre mes propos de ce que je disais tout à l'heure, mais ça dépend du problème. Parce qu'il y a des personnes, c'est pas que psychologique ou émotionnel. Des fois, c'est une douleur qui est arrivée suite à un choc ou un truc comme ça. Donc moi, lui raconter la messe pendant une demi-heure sur un problème émotionnel qui n'existe pas, non, je vais pas le faire. Par contre, je vais l'allonger sur la table et moi, mes séances, j'ai pas le droit de manipuler les gens parce que je n'ai pas de diplôme là-dessus. Et au point de vue des assurances, ça ne passe pas. En revanche, j'ai toujours mes mains au-dessus des personnes. Et là, ce qui me guide, c'est... pour moi, mon socle, c'est la foi. Tout est une question de foi. C'est des prières que je dis, que je marmonne, avec mes mains qui circulent sur la personne. Et après, il y a des personnes qui ressentent rien, il y a des personnes qui sentent du chaud, il y a des personnes qui sentent du froid, il y a des personnes qui s'endorment, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui repartent et qui se sentent beaucoup mieux. Ça, c'est encore une fois, il n'y a pas de règle générale, mais
Ça dépend des pathologies, parce que des fois j'ai pas besoin de parler, c'est juste sur la table et je fais ce que je dois faire dans ma pratique, on va dire, qui repose sur la prière. Et il y a des personnes où il y a une partie émotionnelle, où là je vais quand même leur en parler pendant 20 minutes pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a des liens et qu'il serait favorable de peut-être y réfléchir pour m'attraper la main vers une potentielle guérison. Parce que je sens des freins à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que la personne est prête à travailler ces axes-là ou pas? Et ça, il y a des personnes qui veulent, et il y a des personnes qui, non, qui veulent juste ne plus avoir mal et ils estiment que c'est pas à eux de faire quelque chose. Et ok, et ça appartient à chacun. Au niveau de la médiumnité, par exemple, est-ce que c'est finalement pour toi un peu tout ça mélangé? Oui. Ouais. Même de tout ce qui est contact défunt peut aussi amener forcément vers une autre pratique après, derrière, en fonction de plein d'un tas de domaines. La pratique spirit, elle, de ressentir les défunts, c'est quelque chose que je perçois, que je ressens, pas tout le temps. Ça arrive. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Moi, c'est pas parce que je vois un mort derrière toi que je vais te dire « Ah, il y a ton grand-père derrière toi » ou truc comme ça. Tu ne me l'as pas demandé, ça va plus te questionner ou te mettre en panique ou quelque chose comme ça. Et mon but n'est pas du tout de faire peur aux gens et tout ça. Donc des fois, oui, je vois, pas pourtant que j'en parle, que je le dis. Le contact défunt, oui. C'est quoi? C'est quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose sur lequel que tu vas aller chercher ou c'est quelque chose plutôt qui vient à toi? Les deux. C'est les deux? Oui. Des fois, je demande pas et j'ai des défunts qui arrivent, même en séance, même chez moi, des fois. Dans mon jardin, bref, dans ma voiture. Hein. Et puis voilà, après, quand on m'appelle pour un contact spirit, voilà, je demande la personne qu'elle souhaite contacter, je demande une photo. Et avant que la séance démarre, je prépare ma séance pour établir un contact, pour voir si j'arrive à contacter ce défunt, parce que ça peut m'arriver de ne pas y arriver. Hein. Donc j'établis la signature énergétique de l'esprit pour savoir à qui je m'adresse, de manière à ce que je puisse vraiment dessiner l'esprit qui est avec moi. Comme ça, ma séance démarre et le contact est déjà établi. Je ne passe pas 20 minutes à chercher, à bien dessiner l'esprit qui est là. Voilà, on veut contacter une personne, je vais questionner l'esprit pour savoir qui il était, de son vivant, quelle vie il avait. Et donc là, je vais ressentir des mémoires, il va me faire voir des mémoires, il va me faire traverser par des mémoires. Et puis, souvent ça arrive comme ça chez moi, c'est-à-dire que je ressens les mémoires de l'esprit. Donc il va me montrer des moments de vie qu'il a exercés, qu'il a partagés, qu'il a éprouvés. C'est souvent des grands faits marquants, hein, des naissances, des morts, l'arrivée dans un travail, dans une famille, ou que sais-je. On me montre des instants de vie comme ça. Et puis, c'est dessiner la personnalité de l'esprit qui est là, le caractère, comment il était dans sa vie, tout ça, de manière à ce que quand ma séance débute, je dis voilà, moi je perçois un esprit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que la personne que vous souhaitez contacter était de naturel avec cette personnalité-là? Est-ce qu'elle a vécu ces moments-là? Ah oui, nanana, nanana. Et puis là, la séance démarre et là, je fais parler l'esprit. Dans les moyens utilisés pour communiquer avec l'esprit, du coup, est-ce que tu utilises Encore une fois, mon tarot. Le tarot, d'accord. Ah, le tarot. Et, alors, je démarre avec le tarot, pas tout le temps, c'est par bribes. Je démarre avec le tarot parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est l'extension de ma main. Et puis rapidement, moi je travaille beaucoup avec l'écriture automatique, donc c'est l'écriture inspirée où je vais noter, et ma main écrit toute seule. Et ensuite, tout doucement,
je laisse cet outil du tarot sur le côté et là j'ai des images qui me viennent, des sons, des émotions qui me traversent et là c'est juste, j'essaie de retranscrire au mieux ce que je perçois. Encore une fois, mon filtre, c'est là où je suis hyper prudente parce que ce que moi par exemple je peux ressentir de nuancé ou de mauvais, la personne en face c'est peut-être pas pareil pour elle, donc c'est vrai que j'essaie de retranscrire au mieux ce qui me traverse et ce qu'on me montre sans y mettre une émotion personnelle derrière. C'est là où c'est dur. Mais oui, c'est avec mon stylo et après je parle parce que on me montre des images ou j'entends des sons ou des musiques ou voilà. Et puis des fois, pas j'ai plus rien et puis pas je reprends mon outil du tarot et tac là, c'est comme si la conversation se réenclenchait avec mon tarot, tac, et ça repart avec le tarot. Après, il y a plein de méthodes, donc oui. tu parlais d'écriture automatique, oui. Mais est-ce qu'il y a des méthodes qui seraient plus dangereuses, comme le guéridon, Ouija, ou le pendule? Alors pour moi, il n'y a pas de pratique dangereuse. Par contre, moi j'invite toutes les personnes qui veulent expérimenter cet art de le faire avec une personne qui maîtrise cet art. Parce que, oui, comme toutes ces zones inconnues, où on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds, des choses comme ça, il peut rien vous arriver, comme il peut se passer quelque chose. Et là, des esprits un peu blagueurs, sans parler d'esprits démoniaques, hein, mais moi je vois beaucoup de blagueurs, des esprits qui passent et qui veulent juste s'amuser, ou qui veulent se marrer, ou voilà. Il y en a plus qu'on le croit, et ça il faut savoir les différencier. Ils peuvent être là pour vous faire peur sciemment, et ça si on n'a pas une personne qui maîtrise cette partie-là, on peut vite se laisser submerger par l'émotion, on peut juste avoir la peur, on peut juste passer un mauvais moment et ça peut nous poursuivre après pendant longtemps. Donc c'est pour ça que moi le faire oui, mais avec une personne qui connaît, comme ça on ne prend pas de risques et on est sûr que ça se passe bien. La samedi dernier, j'ai fait une table spirit avec 4 personnes que j'avais déjà accompagnées dans la médiumnité, donc elles ont un bagage et un socle qui est bien propre, on va dire, et on a fait une table toute la journée. On n'a pas échangé avec des morts toute la journée, mais une grosse partie de la journée, et on n'a pas été embêtés de la journée. Et on a eu des très très beaux messages, c'était une super table. Et maintenant, il faut savoir sécuriser la pratique, parce que il peut rien vous arriver quand il peut vous arriver des trucs un peu moins sympas. Et ça, c'est comme dans la vraie vie, c'est la même chose. Hein. Vous arrivez sur un site que vous ne connaissez pas, ça peut très bien se passer, comme vous pouvez faire des mauvaises rencontres et tout ça. Là, c'est la même chose, hein. C'est pareil. C'est pas fait exprès, mais à chaque fois on tombe pile sur la transition. La question qui suivait derrière, pour moi, c'était vraiment le côté risque au juste qu'il peut y avoir par rapport à tout ça, parce que comme tout ce qu'on peut pratiquer dans la vie quotidienne, en fait, il y a un risque, oui. Le risque zéro n'existant pas. Et du coup, par rapport à ces risques-là, pour toi, qu'est-ce que c'est les plus gros risques, par exemple, qu'il peut y avoir ? Alors, les plus gros risques, moi je vais parler que de ce que je connais, je vais parler que des personnes que j'ai rencontrées qui ont pratiqué ce genre de pratique sans expérience et sans sécurité, et comment je les ai retrouvées, on va dire. Alors, les risques que l'on peut avoir, c'est ce que je vois souvent, c'est déjà on n'a pas fermé la porte. Alors, les portes ne sont pas fermées, et alors là... ce qui se passe, c'est qu'on est pollué. on est pollué, et donc on se trimballe plein de sales énergies, des entités, des sales larves, des trucs qui viennent nous pomper l'énergie. Et donc on se retrouve dans des états de fatigue très intenses, où on dort très mal, on se sent épié, on se sent regardé. Ces impressions de je me sens regardée, ça c'est très souvent j'ai entendu ça.
Alors ça m'est déjà arrivé moi aussi, hein, à mes tout débuts, hein. Oui. J'ai fait des bêtises aussi, hein. Ouais, c'est être surtout vidé de son énergie, très fatigué, on a envie de rien, ça peut être même sombrer dans les peurs, ouais, des grosses peurs, de l'anxiété, euh, ou même comment dire, des choses qui se passent dans notre foyer, la lumière qui s'allume, la lumière qui s'éteint, les portes qui claquent, voilà, des trucs comme ça. Donc forcément, ils s'amusent, hein. Ils s'amusent Oui. là-haut. Et ça, souvent, ben, c'est dû à ouais, un mauvais socle de pratique, déjà. On a mal fermé les portes. La base d'une pratique saine, bon, ben, pour ça, il y a des règles, quoi. Il y a des règles et on ne se met pas à pratiquer un art comme ça quand on n'a pas les bases. Il faut avoir des bases. Il n'y a rien de mystique, hein, il n'y a rien voilà. Mais c'est une hygiène à avoir. Cette question-là, elle m'emmène aussi sur des pratiques que nous, si on a pu faire sur Bureau de l'étrange, voilà. Mais qui très, j'ai envie de dire, démocratisé aujourd'hui, qu'on Oui. retrouve vachement de plus en plus sur Internet notamment, hein, avec des applications aujourd'hui qui disent pouvoir permettre la communication avec les défunts. Alors, tout ça reste encore à prouver, bien entendu. Alors, je ne sais pas si tu connais les applications comme GhostTube, les choses comme ça. Non, je ne connais pas. Voilà, c'est des applications qui font un peu tout ce que fait la TCI, Okay. tout ce que fait... il y a une autre application avec une banque de mots, et les esprits seraient capables d'aller piocher un mot dedans pour discuter. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait qu'il y a des communications et des moyens de communiquer qui se démultiplient. Et donc forcément, il y a aussi par rapport à tout ça, des risques. Donc peut-être aussi qu'il y a un côté où il va falloir aussi éduquer les personnes à ça. Comme toute pratique, en fait. Tu fais du vélo, tu as envie de te mettre au vélo, tu vas te dire, ok, je vais me faire, je sais pas combien de kilomètres avec des montées à Annins, tu t'es pas préparé. Ça va être dur. Bon, et ben là c'est la même chose. Tu vois, c'est comme tout. La danse, le vélo, des exemples, je peux t'en citer plein. C'est qu'il faut une préparation minimum. Je dis pas qu'il faut se préparer pendant 4 ans, hein, mais il y a des bases, il y a une hygiène à avoir. Moi je parle d'hygiène vraiment. D'intention aussi, hein, parce que y a beaucoup de personnes qui expérimentent aussi ce genre d'expérience pour se faire peur, pour l'adrénaline, tout ça. Ouais, tu veux te faire peur, pour moi, c'est pas toi qui va gagner. Hein. Et aussi, peut-être aussi une façon, comme tu disais, parce que faire, alors comme nous, des enquêtes, quand on va dans des lieux réputés hantés, tout ça, si on y va pour se faire peur, je pense pas que ce soit la bonne approche. C'est pas vraiment la bonne démarche. Ouais. Maintenant... Bon, on pourra jamais l'empêcher. Mais... Voilà, c'est ça. C'est que après, on pourra pas l'empêcher, comme tu dis, mais tout du moins, c'est pas de cette manière-là que... c'est pas avec cette intention-là de vouloir se faire peur et de juste être curieux et tout ça. Vous risquez d'être déçus, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que les communications spirites, c'est pas juste à se faire peur aux fantômes et... non, il y a vraiment de belles lectures à avoir, de beaux échanges à avoir et on a à apprendre de plein d'esprits et maintenant, voilà, si tu veux t'amuser à te faire peur, quel type d'esprit tu vas attirer, quoi. Oui. Et là, vous risquez d'être déçus, c'est ça souvent le problème. Donc c'est vrai que moi, souvent ces communications spirites, je communique même pas dessus, je le fais dans ma cabine, voilà, en petit comité, c'est toujours voilà, avec une seule personne ou alors avec des petits ateliers avec 2-3 personnes grand maximum. C'est toujours très intime parce que, alors je dis pas, hein, on peut avoir...
je veux pas faire de règle générale, parce que ça peut très bien se passer, tu vois, tu peux arriver dans Oui. un château pour te faire peur et tout ça, et puis tu peux avoir des messages qui vont peut-être délivrer, qui vont être justes, et tu auras eu de la chance, et c'est cool, tu vois. Oui. Maintenant, à dire, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, il peut arriver que des problèmes, non, moi je suis pas extrémiste, Oui. comme ça, non. Faut toujours amener de la nuance. Comment on se rend compte qu'on arrive à communiquer avec les morts? Qu'est-ce que c'est qui déclenche ça, en fait? Ça m'a longtemps questionné, tu te doutes bien. Oui. Mais pour parler brièvement de mon histoire, moi depuis petite, je ressens, j'ai une sensibilité un peu exacerbée, tu vois. Quand j'arrive dans des endroits, quand je rencontre des personnes, je vois au-delà des mots, au-delà de ce que la personne veut bien me montrer, au-delà des instants, au-delà de ça. Depuis petite, je voyais des formes, je voyais des personnes, mais que personne ne voyait. Pas souvent de la plus belle des manières d'ailleurs. Mais rapidement, ma maman, qui elle aussi je pense, je dis bien je pense parce qu'elle ne l'a jamais vraiment affirmé, m'a coupé ce truc-là en me disant ne touche jamais à ça, ne parle jamais de ça, c'est dangereux, voilà. Parce qu'elle a expérimenté, bon, je ne saurais jamais, je crois, la vérité, mais elle a expérimenté des tables spirites étant plus jeune, voilà, elle a expérimenté la mort de près, et maintenant, c'est vrai que à son époque, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas autant de connaissances, il n'y avait pas autant d'ouvrages apportés. Et c'est vrai que depuis petite, elle m'a toujours fermé la porte. Donc c'est vrai que pendant longtemps, je voyais, mais je m'interdisais d'alimenter ce truc-là. Je me souviens d'une fois d'ailleurs où j'étais assise dans ma chambre, j'étais petite, hein, et j'avais un mort à côté qui me disait mais je suis mort, je suis mort, je suis mort, et j'étais dans un état de transe et je disais il va mourir, il va mourir, il va mourir. Elle a ouvert dans ma chambre, elle me dit mais je t'interdis de faire ça. Elle voyait que j'étais en communication spirite, hein. Et elle a de suite coupé. Ok. Mais ça m'a rattrapée, toujours. J'ai toujours ressenti, j'ai toujours senti les douleurs des gens, j'ai toujours senti les souffrances des gens, j'ai toujours senti les problèmes des gens, sans même qu'ils les verbalisent. C'est au-delà du corps, hein, donc cette sensibilité-là, au fur et à mesure que tu grandis, tu t'aperçois qu'autour de toi, les personnes ne réagissent pas forcément comme toi. Ils n'ont pas forcément les mêmes mots, ils ne ressentent pas les choses de la même manière. Et là, tu te dis, ok, il y a un truc qui cloche quand même, je suis bizarre ou c'est comment, quoi. Donc, et même, on me mettait souvent de côté, donc c'est vrai que j'observais beaucoup, j'ai souvent été seule, gamine, et j'étais souvent dans l'observation, par la force des choses, j'étais toute seule. Donc, ça aussi, ça a accentué. Je voyais tous les liens, je voyais les actions, les conséquences sur les uns, sur les autres. Je voyais les choses se dessiner autour de moi. Pas dans la matière, mais comme des fils qui lient les uns aux autres. Et tout ça, je me dis, ça a mis du temps, hein. C'est dur de déconstruire tout ça. Oui. Et après, bon ben voilà, Internet est arrivé, des ouvrages. Le premier tarot, j'ai eu dans mes mains, j'avais 12 ans, un intérêt, hein. Qu'est-ce que c'est que ces cartes, mais c'est incroyable. J'ai toujours eu une fascination pour ça, donc de fil en aiguille, et puis après c'est de se renseigner, hein, surtout. Donc il y a une forme d'éducation finalement un peu autodidacte. Oui, complètement autodidacte. Ah oui. Après voilà, il y a des personnes qui m'ont inspirée, il y a des personnes qui m'ont beaucoup apporté, hein, notamment dans la magie, notamment dans le tarot. Il y a des personnes qui m'ont influencée forcément, parce que il y a des personnes où je me suis retrouvée dans leur discours. Mais c'est comme si voilà, j'expérimente et je saute, je suis dans un train et puis il y a des personnes qui montent dans un wagon et puis hop, je reste dans le même wagon avec eux un temps, et puis au bout d'un moment, bon ben, naturellement j'ai plus besoin, donc en fait ce wagon se délie et s'en va, et puis pof, il y a un autre wagon qui va arriver avec une autre personne et qui va
qui va venir m'influencer aussi, tout ça. Hein. Comment on arrive finalement à se construire avec, avec cette capacité-là, C'est très dur. finalement? Ouais. Alors, pour moi, alors il y a plein d'autres personnes, ils vont te dire c'est trop facile. Alors, ok, c'est très bien, super. Moi, c'est un enfer. Ouais. Un enfer sur Terre. Un enfer sur Terre parce que t'as jamais la validation de personne. Oui. Tu vois, et quand tu te construis dans ta vie et tout ça, tu as besoin d'être validé par tes parents, par des mentors, par des maîtres, par tout ça, tu vois, c'est dur de se faire confiance. C'est très dur. Et moi, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dur. Parce que ça reste impalpable. Ça reste non factuel. Tu vois. Donc, tout ce que t'es, tout ce que t'incarnes repose sur rien. Donc longtemps, j'ai essayé de construire une carrière en parallèle, autre de ça, pour justement avoir des résultats factuels. Et tant mieux d'ailleurs que je l'ai fait, hein, parce que ça m'a amené beaucoup d'ancrage, hein, donc j'en avais besoin. Et, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur, c'est apprendre à se faire confiance. Et apprendre à se faire confiance, je crois que c'est l'expérience d'une vie. Et, ouais, et c'est gagner en estime de soi, en confiance en soi. Et là où est le danger, c'est pas être dans la sous-estime, ne pas être dans la surestime, être dans la juste estime, tu vois, d'incarner. Le juste équilibre. Ouais, et de se faire suffisamment confiance. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et ça, c'est mes De Gaulle, hein, c'est ça qui m'aide à aujourd'hui à m'être professionnalisée, hein, c'est l'expérience. L'expérience a fait que j'ai gagné confiance parce que à force de faire et d'avoir des résultats, tu te dis bon ok, j'ai un truc à faire quand même, quoi. Tu vois, je sers pas à rien, je peux en faire un truc, tu vois. Donc l'expérience et ça, il n'y a que les années et faire qui comptent, et la foi. Imaginons si tu devrais là donner des conseils à quelqu'un qui voudrait être médium ou voilà, qui veut progresser dans ce domaine-là, quel conseil tu pourrais lui donner? Se connaître. Et ça va te paraître peut-être complètement n'importe quoi, mais c'est se connaître. Si tu te connais pas, si tu sais pas pourquoi tu fais ça, ou tout du moins si tu te mens, et les mensonges de l'esprit, ils sont nombreux. Ouais. Ils sont nombreux. C'est d'être clair et honnête envers soi-même. Et l'honnêteté, j'ai remarqué, elle est rare. Parce que souvent, tu vas vouloir le faire, peut-être pas pour les bonnes raisons. Et c'est arrivé à le faire pour les bonnes raisons. Parce que c'est là où tu es dans le juste. Et c'est là où tu auras les meilleurs résultats. Si tu le fais pas pour les bonnes raisons, déjà ça va être compliqué. Et c'est se connaître, et j'ai remarqué que la majorité des personnes ne se connaissent pas. Et quand on ne se connaît pas, c'est dur d'avoir un juste discernement sur ce qui t'entoure déjà dans ta vraie vie, et encore plus dans l'invisible. Parce que se connaître, c'est être au clair avec soi-même. Et souvent, dans ce qu'on est, c'est souvent ce qu'on a envie d'être, ce qu'on aimerait être, ce qu'on croit être. Mais tout ça n'est rien. Et c'est là où c'est dur. C'est là où c'est très dur. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de règle absolue, parce que il y a des grands médiums que je connais qui sont très jeunes. Maintenant, tout dépend comment la médiumnité se manifeste. Mais c'est souvent, j'ai remarqué, c'est souvent dans l'honnêteté que j'ai retrouvé des grands médiums. Ouais. Et la médiumnité ne se manifeste pas de la manière dont on le pense. C'est pas que voir des images ou entendre des sons ou entendre des morts. La médiumnité peut se manifester au travers de plein de choses. Et
et je le répète souvent, mais les plus grands médiums que je connais, c'est une chorégraphe de danse, c'est un agriculteur qui avec ses vaches et ses brebis, tu vois, et je peux te garantir, tu vas le voir, il te regarde et il va te raconter ta vie en un quart d'heure et par contre, c'est un bonhomme voilà, qui est ancré bien sur terre et qui est vraiment honnête dans sa vie, dans sa réalité, tu vois, dans cette réalité. Oui, De la même manière que cette chorégraphe qui vibre sa danse et qui l'incarne profondément et qui est influencée par le monde de l'esprit, parce qu'elle est réellement passionnée et honnête dans ce qu'elle fait. Et pas par un besoin avide de pouvoir ou d'argent ou de trucs comme ça, tu vois. Vraiment, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire c'est vraiment ce pourquoi on le fait, le but finalement, qui va un peu... Ah oui, ça va venir teinter ta pratique, complètement. Ouais. Ah oui, et j'en vois des médiums. Hein. Ouais. Je parle avec l'archange bidule, tu parles pas avec l'archange, hein. Tu parles avec une seule entité qui te colle à toi et qui se fait passer pour. Hein. Mais voilà, encore une fois, pourquoi tu fais ça, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est quoi toutes... Est-ce que ces questions, déjà, tu te les ai posées, quoi? Et est-ce que tu as vraiment été honnête envers toi-même? Et ça, l'honnêteté, elle est rare. Ou est-ce qu'il y a une expérience qui, personnellement, toi, t'as marqué dans un sens... Alors, on va aller d'abord dans un sens négatif pour terminer sur du positif après. Ok. Donc, dans le sens plutôt négatif, peut-être terrorisant, traumatisant. Traumatisante, jamais. Ouais. Éprouvante, oui. J'ai toujours été... j'ai été beaucoup plus traumatisée par les vivants que par les morts. Hein. Oui. Tu vois? Souvent, les vivants sont plus dangereux, d'ailleurs. Oui. J'ai beaucoup plus traumatisée par le monde des vivants que par le monde des morts. Éprouvée, oui, à mes débuts. J'ai manqué de prudence. J'ai manqué de vigilance. Encore une fois, ça, parce que j'avais pas une pratique avec un terreau très fiable. Et bien sûr, j'ai attiré deux esprits là qui m'ont bien saoulée, qui m'ont bien saoulée, qui m'ont bien affaiblie surtout. Et je les ai pas vus venir, quoi. Je les ai pas vus venir et je me suis trompée. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon, pas autrement. Et c'est au travers de ces deux mauvais esprits d'ailleurs, hein, qui m'ont bien saoulée pendant bien longtemps, que j'ai appris beaucoup. Et en fait, au final, c'est dans cette expérience éprouvante que j'ai le plus appris. C'est pas en parlant avec des bons esprits ou des purs esprits que j'ai appris beaucoup, mais j'ai moins expérimenté. Et au final, c'est au travers des mauvais esprits que j'ai plus expérimenté, que j'ai compris. Parce que derrière, j'ai mis en place une pratique beaucoup plus sécure pour justement ne plus que ça m'arrive. Et oui, j'ai été clouée au lit pendant plus d'une semaine. Sans raison majeure, apparente de corps. J'avais pas de fièvre, j'avais pas de douleur, avec un diagnostic d'un médecin, j'avais rien. Et j'étais au 8e dessous. Ah, vraiment. J'avais une énergie vitale plus que basse. Hein. J'étais vampirisée, complètement. Donc, j'ai eu peur. J'ai été éprouvée, de jour comme de nuit. Ça me lâchait pas. Donc oui, mais ça c'était il y a longtemps. Hein. Et du coup, à l'opposé de tout ça, est-ce que tu as un souvenir d'une séance ou de quelque chose qui te dit il peut y avoir énormément de positifs en fait Ça, je pourrais t'en donner plein des exemples, mais sans parler de consultation privée, mais pour parler de moi, de mon expérience, il y a eu la rencontre avec mon plus proche allié qui s'est manifesté dans un songe qui reste une expérience inexplicable et qui m'a changée à tout jamais, vraiment. Mais je dirais pas celle-là.
pour amener un point de vue factuel, une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 14 ou 15 ans. À 14 ou 15 ans, j'avais un scooter. Et je partais de chez mon meilleur ami qui habitait dans le village d'à côté. Et il était 3h du matin et j'avais mon casque avec ma visière. Et il était 3h du matin, j'étais très très fatiguée ce jour-là. Et je roulais. Et en fait, je me suis endormie. Je me suis endormie au volant. Et au moment où j'ai mes yeux qui se sont fermés, où je sentais que je m'endormais, sans être consciente que j'étais derrière mon scooter, j'ai une grosse fumée blanche qui s'est mise dans ma visière, dans mon casque. Et j'ai levé la visière, et c'est comme si je reprenais vie. Et là, j'ai mon scooter qui partait dans le fossé. Et sans même avoir touché le guidon de mon scooter, j'ai mon guidon qui a basculé de l'autre côté et qui m'a remis sur la route. Et je me suis arrêtée et j'ai senti l'esprit à côté de moi. J'ai pas voulu me retourner, j'avais peur, j'ai eu peur en fait, j'ai eu très très peur. J'imagine, ouais. Et cet esprit m'a dit, c'est bon, tu peux rentrer chez toi en sécurité maintenant, c'est bon. D'accord. Bon, j'ai mis 10 minutes à m'en remettre, Oui, j'imagine. j'étais sur le côté, mais j'avais un accident mortel, hein, parce que j'étais à plus de 90, j'avais un scooter débridé à l'époque, donc et c'est pas moi qui tournais le volant, et j'avais le volant sous mes yeux, le guidon est parti de l'autre côté, je ne touchais pas le guidon. Oui, et puis bon, ça se tourne pas comme ça en plus, donc... Et c'est cet halo de fumée blanche que j'avais. Moi, alors dans mon souvenir, c'était une fumée blanche, c'était peut-être pas une fumée, mais tout du moins un voile blanc qui s'est mis dans ma visière, qui a fait que j'ai ouvert la visière pour que je puisse voir. Et là, mon guidon a... Ouais, non, incroyable. Et là, intervention des esprits. Alors, il y a plein de personnes qui vont te dire manifestation de dents blanches ou que sais-je. Oui. Moi, quand j'étais plus petite, j'avais 15 ans, avec tout ce qui se tournait autour de la dame blanche, j'ai dit que c'était la dame blanche, tu vois. Forcément, maintenant, avec la hauteur de l'expérience que j'ai, pour moi, c'était un bon esprit qui était juste près de moi et qui m'a apporté secours. Pas forcément en plus un défunt, ou ça peut être un esprit extérieur. Un esprit ou un gardien des lieux qui était là qui était sur le moment, qui était là, ou alors moi, mon bon esprit à moi, un allié à moi, tout simplement, qui s'est manifesté. Ça fait du coup combien de temps que tu es médium? Alors ça fait 5 ans que j'ai mon cabinet pro ici. Maintenant, avant, je l'expérimentais. Je l'expérimentais dans mon entourage, les personnes que je côtoie dans mon entourage, dans tout ça. Voilà. Ah, il faut que je te voie, il faut que je te parle de ça, j'ai besoin d'avoir ton point de vue, qu'est-ce que tu ressens, ou tiens, j'ai mal au dos, tu peux pas faire un truc, donc je le faisais dans le jardin des gens, sur un repas de famille, tu vois, ou avec les repas avec des copains, on m'en parlait comme ça sur un coin de table, tu vois, j'ai toujours fait ça plus ou moins, sans vraiment communiquer dessus, parce que je suis pas là pour en faire un... Parce que chacun ses croyances, je sais que là-dedans, ça peut vite dévier, donc j'étais pas là à véhiculer le truc. Mais en professionnel, ça fait 5 ans. Les gens qui viennent te voir, du coup, ils te trouvent de quelle manière? Je vais être claire, je sais pas communiquer, je sais pas le faire. Je sais pas parler de moi, je sais pas mettre en avant... Il y a quand même le poids c'est comme s'il y avait le poids de ce métier, la mémoire de ce métier qui me collait à la peau, où pour moi c'est vrai que ce métier il est intime, il est tu vois, je suis la dame qu'on va voir derrière la grande maison qui fait pignon sur rue, tu vois, je suis un peu cachée et c'est vrai qu'on communique mon numéro de téléphone sur un post-it, par bouche à oreille, par tout ça. J'ai une page Instagram, mais je vais plus parler de choses qui me touchent, ou qui, voilà, plutôt que de dire je fais tel truc, ou je fais telle séance, ou je vais pas parler en fait de ma pratique, parce que je sais pas le faire en fait. Et c'est comme s'il y avait ce poids de mémoire, j'arrive pas à le faire. C'est comme si c'était pas ça qui m'était demandé. Alors,
ça peut être une fausse excuse, hein, parce que ça me demande un effort, c'est pas dans ma culture. C'est vrai que voilà, je suis pas très marketing, je suis pas très vidéo, je sais pas faire, moi, tout ça. Et puis ça, franchement, ça m'intéresse pas. En vrai, ça ça m'intéresse pas. Moi, je prends ça comme une bénédiction, chaque séance qui arrive, c'est cool. Et puis cette personne, ben écoute, j'ai donné ton numéro à ma copine, à ma collègue, à mon truc, et puis c'est comme ça que je bosse depuis 5 ans en fait. Et en fait, même je me dis finalement, c'est quelque chose qui a un raccord avec ce que tu disais au début, c'est-à-dire ce côté très terrien finalement, très naturel. Ah oui, complètement, complètement. Qui fait vraiment penser au village d'antan en fait, où on savait qui aller voir pour telle ou telle, telle raison. Ouais. Oui, je veux pas me placer en fait dans un rôle que je suis pas. Moi je pratique un art, tu veux parler de choses un peu qui t'arrivent, qui sont un peu bizarres, ben viens, on va en parler, puis on va essayer de trouver des solutions. T'arrives des trucs bizarres dans ta maison, ben viens, on va en parler, et puis si tu veux je viens chez toi, et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais toujours dans l'intime, tu vois, dans cette intimité, dans cette petite cabine que j'ai qui me va très bien, et voilà, j'ai mis 2 ans à faire une carte de visite, enfin, je suis nulle à ce niveau-là. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Alors je dis pas que je tends à progresser quand même, parce que le but est que j'arrive à avoir, parce que j'ai quand même des charges, voilà. Mais pour l'instant, ça me va bien comme ça. Maintenant, est-ce que ça va évoluer? Je sais pas. Ou peut-être au fur et à mesure de rencontres. Peut-être. Mais c'est vrai que moi, si je fais parallèle avec nous sur Bureau de l'étrange, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est création, rencontrer des gens, échanger, faire des enquêtes. Mais le côté communication de ce qu'on fait, finalement, alors je mets sur la plateforme YouTube, mais après, c'est vrai que je vais pas être un grand communicant là-dessus, quoi. C'est pas... Une fois que j'ai fait mon truc, ça y est, j'ai pris mon kiff en quelque sorte, quoi. J'ai pas envie après de forcément... Et puis, je me dis, les gens vont me trouver... Il y a aussi un côté un peu hasardeux. C'est-à-dire les gens qui vont trouver ce que j'ai fait, c'est parce qu'ils vont être allés le chercher. Il va y avoir tout un truc aussi qui me plaît dans cette démarche-là aussi. Tout à fait. Et qui est vachement intéressante finalement. Oui, exactement. Il y a quand même une petite notion de servir une cause plus grande que moi. Tu vois, de pouvoir aider pour servir une cause qui est plus grande que moi. Contribuer à tout. Voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper important que je le garde, ça. Parce que ça donne le sens. Si je fais ça juste pour pouvoir manger et tout ça, voilà. C'est pour ça que j'ai un autre métier à côté qui me permet d'avoir un socle, une sécurité. Mais et j'ai ce métier-là qui me permet de m'exprimer au travers de ma passion, de mon art, et de pouvoir servir une cause plus grande que moi. Et j'ai trouvé comme ça mon équilibre. Maintenant, je peux comprendre, voilà, sur des personnes qui veulent vraiment, comment dire, avoir que cette profession-là, obligatoirement, il faut qu'elle parle d'elle, obligatoirement. Il faut savoir se vendre, Et oui, il faut savoir se vendre. Et c'est vrai que ça, moi, je sais pas le faire, quoi. Et c'est au-dessus de mes forces. Il y a aussi un équilibre, on parlait tout à l'heure du juste équilibre, c'est-à-dire quand ça devient un métier, est-ce que quand les gens veulent vraiment vivre, parce que c'est un métier, quoi qu'il arrive, mais quand on veut vraiment vivre, du coup forcément il y a un côté où il va falloir peut-être voir plus de monde par jour, donc passer moins de temps avec aussi, donc tout ça aussi influe. Et ça je veux pas, ça je veux pas. C'est pour ça que en fait avec ces deux professions, en fait j'ai trouvé mon équilibre où j'ai un bon point d'ancrage dans ma profession de moldu, on va dire, et puis et je mélange pas avec l'autre profession que je peux avoir, qui sont vraiment deux métiers différents, dans laquelle je peux vraiment m'exprimer et être vraiment dans ma nature et pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est vrai que comme ça, j'ai trouvé un juste équilibre, tout du moins pour l'instant. Maintenant, je dis pas, s'il faut dans quelques années, ça prendra une autre tournure, et ok, mais je parle aujourd'hui, tout du moins. C'est deux questions pour terminer qui sont assez ouvertes. La première, c'est déjà, dans un premier temps, pour toi, qu'est-ce que c'est le paranormal, finalement? Comment tu vois cette notion, parce que qui est dite paranormal, finalement, c'est un aspect très scientifique qui nomme ça comme ça. Du coup, comment tu...
Comment tu arrives à voir ça? Alors, paranormal, pour moi, ça fait partie du tout. Ouais. C'est juste que ça a pas la même forme que le reste, mais pour moi, l'esprit, le monde de l'esprit fait partie de ce tout, fait partie de cette vie. Et pour moi, c'est la normalité, tu vois. Ouais. Donc tout le monde trouve ça étrange, trouve ça bizarre, trouve ça... mais moi, je ne vois pas la vie autrement. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a, quand on regarde l'histoire, vraiment de base, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, juste après la Seconde Guerre mondiale par exemple, il y avait encore des sourciers très présents, Ah oui. voilà, c'était des pratiques qui étaient vachement étendues, et finalement on s'est un peu sorti de ça, et aujourd'hui on a l'impression que petit à petit on revient finalement Oui. vers un modèle plutôt d'avant. Oui. Donc du coup c'est assez intéressant finalement parce que on se dit que c'est une question de normes, ce qui était plus normal va peut-être le redevenir. Le redevenir, oui. Mais c'est un juste équilibre. Moi, je suis partisan du juste milieu. J'aime pas les extrêmes. Et moi, je pense que c'est un savoureux mélange des deux mondes qu'il faut arriver à mélanger plutôt que d'en rejeter un. Parce que de la même manière, les personnes tu vois, qui sont trop perchées et qui, tu vois, Oui. c'est difficile de parler avec les personnes comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je suis plutôt partisan du juste milieu, un peu comme les personnes où je vais calmer la douleur, c'est faire le nécessaire auprès de son médecin, auprès de son ostéopathe, auprès de son kiné, de prendre son traitement, de faire ses radios, mais pourquoi pas aussi aller voir une personne qui va essayer de faire disparaître le mal peut-être d'une autre manière. Moi, je pense que les deux peuvent se rejoindre. J'avais une question aussi qui était, alors qui est plus d'actualité, parce que finalement, il n'y a pas longtemps, il y a eu, alors c'est pas un sondage, c'est des statistiques qui sont sorties, et des statistiques donc, qui ont été mises en avant par l'Église, mais qui sont réelles, hein, c'est pas, voilà, qu'il y a une forte hausse finalement des exorcismes dans le monde, hein. On n'est pas que sur la France, c'est dans le monde. Et statistiquement, au même moment, on a finalement une très forte hausse aussi des gens qui retournent vers les religions, notamment la chrétienté, avec les baptêmes, tout ça qui revient. Et ton regard sur ces statistiques, pardon, ton regard là-dessus, c'est comment tu vois, tu arrives à voir tout ça? Alors déjà, il faut remettre l'église au milieu du village, parce que l'exorcisme, c'est un mot qui fait peur. Oui. C'est un mot qui fait peur. Moi, j'ai plein de bouquins sur les exorcismes. Des fois, j'ai des gens, des consultants qui me regardent ça avec des gros yeux. Mais oh là là, mon Dieu, Céline. Alors, exorciser, c'est enlever. Ouais. On enlève quelque chose. C'est okay, ça. Donc, oui, en effet, les exorcismes, on peut aller les retrouver auprès des diocèses. Voilà. Et moi, je conseille vivement à des personnes où j'ai des limites d'aller trouver un exorciste, un prêtre exorciste. Maintenant, il y a plein d'exorcismes une fois que tu as bien bâti ta pratique, que tu peux exercer parce que tu enlèves le mal. Okay. Maintenant, tout dépend de ce que tu as en face, tout dépend le mal que tu as en face. Parce qu'il y a des choses que tu vas pouvoir enlever, tu vois, exorciser une verrue, bon, oui. Ok, ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire. Exorciser un démon, bon, si t'as pas un bagage derrière dans cette culture-là, bon, je te déconseille de le faire. Va plutôt diriger cette personne vers un diocèse, le diocèse qui va lui faire un exorcisme, qui va lui enlever un démon. Maintenant,
oui, c'est de plus en plus courant, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Maintenant, il faut remettre... c'est vrai qu'il y a toute la panoplie d'Hollywood derrière le mot exorciste, c'est Oui. terrible, et vraiment je le ressens moi fortement. Alors que non, c'est pas ça. Exorciser, c'est enlever quelque chose. Donc c'est tout à fait commun, quoi. Maintenant, il y a des prières que même moi, je ne dirai jamais, parce que je sais que c'est ma limite. Il y a des choses que je peux enlever, il y a des choses que je ne m'autorise pas à enlever. Parce qu'il y a aussi peut-être une question de protection. De protection, Ouais. exactement. Ouais. J'ai mes limites, comme tout le monde. On a tous des limites. Maintenant, ces limites, il faut les connaître. Alors, elles évoluent avec le temps. Oui. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas il y a 5 ans, par exemple, parce que j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en pratique, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en plein de choses. Mais il y a des choses sur lesquelles je redistribue auprès des personnes qui sont à même de le faire. Mais donc voilà, quand il y a des personnes qui viennent avec des choses que je ne m'autorise pas à faire parce que je sens que je n'en ai pas les capacités, je redistribue. Je ne suis pas payée la séance, je dis voilà, contactez ce monsieur, allez voir ce monsieur, il va vous faire du bon boulot, moi, je ne touche pas. Mais voilà, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. Encore une fois, c'est connaître ses limites et c'est se connaître. Oui, parce que l'exorcisme, il faut bien rappeler que c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films. Et, pas voilà, du tout. la personne qui marche sur les murs. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça. les gens ont tendance à voir ça comme ça. Oui, mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et de la même manière, derrière, c'est toute la culture qui va avec, la foi qui va avec. Parce qu'une prière d'exorcisme, si vous la lisez comme si vous lisez à Télé 7 jours, ben, il ne se passera rien. Oui. Il ne se passera rien du tout. C'est sûr. Il n'y a pas de truc magique. Voilà, la magie, elle opère dans tout ce que vous allez construire autour de ça. Dans votre foi, et ça, c'est hyper important, quoi. Donc... c'est des croyances, tout ça. Et donc, juste pour revenir sur ces statistiques, du coup, est-ce que tu penses que ça peut être dû... qu'est-ce que c'est qui fait au juste que tout ça monte? Alors, Hollywood, sûrement, a fait que les gens vont vers ces pratiques-là. Mais est-ce que la société actuelle, comme on disait tout à l'heure, on est peut-être à l'aube d'un changement, il y a quelque chose qui se passe en tout cas, est-ce que c'est pas aussi... finalement autre chose qui est derrière? Mais en fait, moi je pense que c'est lié à ce que l'on vit, c'est lié à ce monde, où c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois très peu de... comment dire? Je vois très peu de tolérance, je vois très peu d'aide, je vois très peu de considération. Moi, je reçois beaucoup de gens qui ont des pathologies, qui sont malades ou qui ont des problèmes, et même dans ma vie personnelle. Et, pardon, mais tout le monde s'en fout. Ouais. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'entraide. Et même aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle, il y a moins de considération qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, ton médecin de famille, limite le dimanche, il venait boire un verre à la maison, tu vois, tu le connaissais, tout ça. Bon, c'était une autre vie, hein. Maintenant, dû à tous ces changements, ces progrès, tout ça, il y a moins... le médecin de famille, il ne sait même pas le nom de ses patients, tu vois. Il y a... Tu vas faire suivre une chimio, comme il y a des personnes que j'accompagne dans les chimios, c'est des numéros. Numéro 4, tu viens, tu fais ta chimio, tu t'assois et puis tu repars. Et, alors je dis pas, il y en a plein des personnels de santé qui sont hyper bienveillants, hyper gentils, mais c'est pour ça encore je ne veux pas faire une généralité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de laissés pour compte, il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas pris en considération parce que les personnels soignants, ils n'ont pas le temps. C'est vrai, le personnel de santé aujourd'hui, on leur demande de faire 80 heures en 50 heures, tu vois. Oui, donc ça, les pauvres, ils font comme ils peuvent eux aussi, tu vois. Donc, je suis pas là en train de leur jeter la pierre, loin de là, vraiment pas. Oui, il y a des raisons forcément. Il y a des raisons derrière, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dirige peut-être un peu plus vers des pratiques
comme les miennes, où on va chercher peut-être de l'écoute, de la prise en charge, de, une empathie, parce que oui, ben, y a des personnes où bon, je mets des limites, mais des personnes que je suis, ils m'appellent le dimanche, ils m'appellent des fois le soir à 20h. Alors oui, moi ça fait partie de mon taf en fait. J'accepte cette partie-là parce que sur les jours que j'ai destinés à ces pratiques-là, je prends tout. Je le décide, encore une fois. Mais il y a peut-être un peu plus d'entraide et de lien. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Parce que tu le vois autour de toi, je pense. Oui. Tout le monde est très individuel, tout le monde se fout de son voisin. C'est de pire en pire, quoi, tu vois. Ça. Et c'est vrai que moi, une séance, c'est 2 heures, 2h30, des fois 3 heures. Des fois, je vais passer 3 heures avec la personne. Parce qu'il est hors de question que si elle vient me voir à moi, que je la laisse partir et que je comprenne pas. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est lié à cette vie aujourd'hui, où les gens, ils ont besoin, tout simplement. Ouais. Tout simplement, je pense qu'ils ont besoin. Okay. On n'est pas fait pour être seul, c'est pas vrai. J'en suis convaincue. Et puis j'ai envie de dire, dans une société, alors on part un peu dans de la politique, mais dans une société où on voit le chemin qu'elle prend, et voilà. On voit que finalement c'est le mauvais chemin. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions et même si moi de mon côté je ne peux pas tout résoudre et que j'ai des limites, tout ça, mais je peux peut-être aider ou calmer quelques personnes, c'est toujours ça de prix. Et... Je suis mais exactement de cet avis-là, de la responsabilité en fait de chacun, que chacun peut faire sa part. Je fais ma part, fais ma part, sans vouloir sauver, mais juste faire ma part. Et je crois que c'est ça qui fait que j'ai ce cabinet aujourd'hui, c'est que j'avais besoin de faire ma part. On termine presque sur tellement c'est un très beau discours qu'on pouvait terminer comme ça. Ma dernière question, c'était vraiment donc du coup lié plutôt au domaine de l'étrange et forcément à ce côté où on se rend compte que tout est lié. Oui. Finalement, et que c'est un peu comme un labyrinthe, on peut s'y perdre, parce qu'il y a tellement de sujets à aller explorer. Là, on aurait pu parler de 10 000 sujets encore, mais il faut sélectionner. Comment on fait, en fait, finalement, pour ne pas s'y perdre et pour garder un cap quelque part Rester ancré. C'est faut rester ancré et ne pas oublier son discernement et mettre des méthodes. Parce que c'est le terreau. Sinon, on se perd. On se perd et au final, on s'approche de tout et on maîtrise rien. Il faut faire des sélections, ok, je suis passionnée de ça, ok, il y a ça qui m'appelle, ok. Il faut faire un choix et rester bien ancré. Et après, expérimenter, faire, parce que oui, sinon, on reste amateur et puis en fait on est là, on butine plein de petites infos par-ci par-là et c'est cool, hein. Et puis ça peut être juste un divertissement, mais tant mieux. Et voilà, maintenant pour en faire une profession, un métier, une pratique pour qu'on se fait rémunérer, je pense que il faut amener quand même un bagage, quelque chose et ça c'est juste se discipliner, encore une fois, c'est des notions très terrestres que je dis, mais pour moi le socle de toute médiumnité bien sécure, c'est l'ancrage. Si on n'est pas bien ancré, ah oui, on peut partir dans des déboires infinis. Puis ça peut être très très lourd. Ah oui, il faut rester bien ancré. Et ça, des exercices d'ancrage, elles sont pas, pour moi, elles ne sont pas universelles parce que l'ancrage, il est propre à chacun. Et ça, il y a plein de choses qui existent. Il faut trouver sa pratique, c'est tout. Tu devrais conseiller un ouvrage pour une personne, ça serait lequel ? Alors, mon ouvrage de sélection, et qui n'est pas des moindres, pour moi, toute ma culture repose sur la doctrine spirit, qui est Allan Kardec. Le livre des esprits, le livre des médiums, qui est pour moi mes bibles que j'ai lues il y a des années et que
et que je continue et que je continuerai à lire et à lire comme bouquin de chevet constamment. Est-ce qu'il y a pour toi un film qui se rapprocherait de ce qu'est vraiment la médiumnité? Ah, la question est dure. J'ai pas vu assez de films, je t'avoue. Mm. Je lis beaucoup plus que je regarde de films. Ouais. Donc, Un jour sans fin. Est-ce que tu vois C'est le film... avec la marmotte Oui, je vois, ça y est. qui se repique. En fait, ce film, il m'interpelle beaucoup parce que, même s'il parle pas d'esprit, Ouais. mais on a le pouvoir de changer sa vie, sa vision et son destin à tout moment. Ouais. Tout le temps. Constamment. Et ça, tout le monde n'en a pas conscience. Ouais. Souvent, moi, dans les dialogues spirites que j'ai avec des morts, qui n'est pas un gros mot pour moi, la mort, hein. Tout le monde dit les défunts, mais moi, les morts, c'est pas un gros mot. Oui, de toute façon, ça fait... Voilà. Ils me disent, j'ai beaucoup de discours spirites où j'ai beaucoup de goût amer dans la bouche, des regrets, tu sais. Ah, si j'avais su, si je m'étais fait confiance, si je m'étais écoutée, si j'avais osé, si j'avais franchi cette porte, si j'avais pris ce bus, et si, tu vois. Ouais. Et je retrouve souvent des discours, alors c'est pas qu'ils sont tous mélancoliques, hein, non, ils sont pas tous mélancoliques, mais dans des discours d'esprit, j'en retrouve beaucoup qui ils ont manqué d'audace, et ça me touche beaucoup. Et donc c'est pour ça que je te dis ce film, parce que dans ce film tu retrouves le personnage principal en fait qui refait la même journée tu sais, tout le temps, et tu vois les nuances qu'il peut apporter, et quelque part ça reprend un peu la citation de Kardec de naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Et moi cette phrase là elle résume complètement le socle de la médiumnité. C'est vrai que on va pas aller sur ce sujet, sinon je pense qu'on pourrait en avoir encore pour 10 ans, mais c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de spirituel qu'on ait plusieurs vies et qu'à chaque fois on revient pour mettre quelque chose en pratique, du moins vivre une expérience. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent et qui, pareil, là, très passionnant. Ce sera peut-être le sujet que tu vas choisir après, mais j'allais dire... dans les sujets de l'étrange, finalement, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui te passionne plus que les autres, même si c'est compliqué de faire une hiérarchie? Dans le domaine de l'étrange, est-ce qu'il y a un domaine qui m'inspire le plus? C'est vrai que ce que je préfère faire, c'est l'interaction avec les esprits, parce que je suis souvent influencée par les esprits. Et on est tous influencés par les esprits. Maintenant, c'est là où c'est dur, c'est d'arriver à voir si tu es influencé par un esprit ou si c'est ton propre esprit, tu vois. Oui. C'est ça qui est le plus dur. Mais c'est vrai que de parler, de communiquer avec les esprits, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup exécuter. En fait, tout ce que je fais, tout ce que je réalise, la magie des campagnes et de comprendre la mémoire des murs dans les maisons et de parler avec les esprits des lieux, des choses comme ça, moi, ça c'est quelque chose qui m'affectionne beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Mais parler avec mon tarot également, donc je pourrais pas te dire que j'ai quelque chose de favori. Moi, ça fait partie de mon quotidien, en fait. C'est tout ce que j'expérimente tous les jours. Mais même quand je calme les douleurs sur la table, quand je suis dans cet état de grâce, parce que j'appelle ça des moments de grâce, de prière, c'est des états qui me touchent tellement. Tellement. Ok. Et est-ce qu'il y a un aspect de la médiumnité dans lequel tu n'es pas allé et tu te dis ça m'intrigue, peut-être qu'un jour j'irai, ou
Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou des pratiques peut-être Des pratiques dans lesquelles je ne suis pas allée, oui, bien sûr, il y en a, mais d'un point de vue éthique, c'est parce que ça ne m'intéresse pas ou que j'estime que je n'ai rien à y faire. Donc ça, je citerai plein de pratiques magiques ou de choses comme ça, que je ne fais pas, que je ne pratique pas. Est-ce que ça m'interpelle? Non, parce que de par mon propre libre arbitre, je décide de ne pas y aller. Maintenant, vers quoi je tends? Je dirais plus de dons. Ok. Ouais. Plus de dons et de l'exercer, en fait, au final, moins dans le pro, mais plus dans ma vie du quotidien où je vais intervenir, si j'en ai l'autorisation, à calmer des douleurs, mais dans le don. Okay. Juste dans le partage, en fait, okay. Donner pour donner, en fait. Voilà. Ok. Eh bien, en tout cas, merci pour cet échange. Merci à toi. L'équipe entière de Bureau de l'étrange te remercie. Merci à toi. Forcément. Merci à vous. Cet entretien est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, de partager, évidemment. Ça peut toujours aider la chaîne à se développer. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. L'équipe de Bureau de l'étrange remercie très chaleureusement et à nouveau Céline pour cet entretien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.